Time Sport. Résultats, infos, analyse. Toute l'actualité sportive est dans Time Sport tous les jours de 20h à 21h avec Bilal Nelman sur Beurre FM. Bonsoir à tous, 20h pétante et c'est l'heure de Time Sport, votre quotidienne sportive sur l'antenne de Beurre FM, la radio de la diversité. Chers auditrices et auditeurs, en ce début de semaine, le lundi 7 mars 2022, on verra quoi ? On verra l'effet Sampaoli. Eh oui, du côté de la cité phocéenne, l'Olympique de Marseille va très mal terminer à l'OM, peut-être son avenir de l'entraîneur phocéen. Et le Paris Saint-Germain, eh oui, une large page du Paris Saint-Germain sera justement au menu de cette émission. La blessure de Kylian Mbappé, entre autres, survenue cet après-midi, et aussi le piège niçois, les Aiglons. Aïe, 1-0. Ils n'ont pas vu venir, à mon avis, cette équipe, ce 11 de départ mis en place par un certain Galtier. On verra tout cela à l'approche de ce 8e de finale retour de la Champions League au Santiago Bernabéu du côté de Madrid, la capitale espagnole. On verra aussi, ça sera sur une relance, le Manchester United, pas mieux sans CR7, mais aussi le football italien avec la Serie A, avec un certain Olivier Giroud. La renaissance peut-être de l'international français du côté de la terre lombarde. N'oubliez pas le numéro du standard, le 01 53 48 3000 pour réagir en direct. Notre réalisateur ce soir, Yannis, se fera un plaisir de vous faire passer sur l'antenne de Beurre FM. Et on va commencer cette émission avec le JT Sport réalisé par Jason. Time Sport. On démarre les infos du lundi par le football et des Français qui ont brillé à l'étranger hier soir. L'AC Milan s'est offert la victoire à Naples, 1-0 grâce à Olivier Giroud, unique et seul buteur de la rencontre. L'Atlético Madrid s'est imposé face au Betis Séville de son côté. Hier soir également avec un but de Thomas Lemar servi par Antoine Griezmann, victoire 3-1. En Ligue des Champions, le PSG devra se passer officiellement des deux Espagnols, Ander Herrera et Sergio Ramos, tous les deux blessés. À noter le retour d'Achraf Hakimi dans le groupe. En revanche, Kylian Mbappé, touché ce matin au pied, sera bien présent, au moins pour le déplacement à Madrid. On reviendra plus en détail sur cet incident au cours de l'émission. Un mot de tennis pour rappeler la victoire de la chinoise Shuai Zhang à l'Open de Lyon face à l'Ukrainienne Diana Yastremska en 3-7 dimanche après-midi. Et dimanche après-midi aussi, en cyclisme, la première étape du Paris-Nice qui démarrait à Mantes-la-Jolie a été remportée par le Français Christophe Laporte qui remporte la première course de sa carrière. Voilà, c'est tout pour les infos de ce lundi. On vous souhaite une bonne émission avec Bilal et toute l'équipe Time Sport. Allez, merci Jason. Et on n'oublie pas, ce soir, chers auditrices et auditeurs de Beurre FM, pour la première fois sur l'antenne de Beurre FM, on accueillera Amine Dubien, The Wolf, combattant de MMA qui sera avec nous sur l'antenne. Et ce soir, pour m'accompagner jusqu'à 21h, on aura Louis-Marie. Comment ça va, Louis-Marie ? Bon, là, je suis quasiment en dépression, pourquoi ? avec Bordeaux, là, qui s'enfonce semaine c'est vrai, après Bordeaux. semaine, là, c'est vrai. 2-0 face à 3 à la maison. J'aimerais râler contre l'arbitrage, mais il mérite même pas qu'on débatte sur l'arbitrage, même s'il était minable. En tout cas, bon, espérons que la semaine prochaine ira mieux, mais au PSG, ça va être difficile. Mourad est avec nous aussi ce soir. Bonsoir, Mourad. Écoute, ça va très bien, Bilal. Et toi, comment vas-tu ? Ça va bien. J'ai pas eu de vacances, mais voilà, ça va très bien. Écoute, c'est la rentrée en même temps, donc. C'est la rentrée. Oui, les vacances d'hiver. C'est ça, c'est trop tard. Avec Juan Trocé et Mourad juste en face de lui. Comment ça va ? Buenas tardes. Alors, je suis pas du tout en dépression, tout le contraire. Ouais. Je suis enchanté. Le PSG s'enfonce. Juan Trocé, c'est pas bien. Oui, le Real Madrid. Ça promet pour mercredi. Ça promet. En tout cas, lui, on espère l'avoir avec nous mercredi aussi, parce que un grand fan de Karim Benzema. Je veux parler aussi de Boula, sans oublier notre réalisateur Yanis. Yanis, il est toujours là. On va s'attarder sur l'Olympique de Marseille, un club qui lui est très cher à Yanis. Allez, on y va. Time Sport, le sujet des sociaux. Mourad, hier soir justement, dans cet entre qu'est l'Orange Vélodrome, Juan Trocé, Marseille a perdu face au Monégasque, 1-0, Martins, à la 58e. Marseille s'enfonce. Les choix tactiques, certains choix mis en avant par l'Argentin Sampaoli sont assez critiqués par les supporters, sans oublier aussi la sortie de Minitia chez nos confrères d'Amazon. Il y a un an, lorsque Sampaoli avait été nommé, on avait assisté, au bout de quelques mois, on parlait d'effets Sampaoli. Moi, je parle aujourd'hui des effets secondaires de Sampaoli. Puisque là, on peut diagnostiquer la méthode Sampaoli comme malade, en fait. Il y a plein de choses, il y a plein de symptômes, notamment son allergie. J'ai l'impression de faire un diagnostic médical. Son allergie aux latéraux. Il y a plein de choses à dire. Il y a son utilisation des latéraux. Moi, je suis OK sur le fait que tu utilises, que tu sois pas fan de la performance
ou de la forme physique de tes latéraux en place, je parle de Lirola, je parle de Kolasinac, et que tu mettes des Rongier ou des Pérez à ces postes-là qui sont des postes clés, quand tu peux compenser avec des ailiers qui prennent la vitesse, qui prennent la profondeur, mais en l'occurrence c'était pas le cas hier. On a affaire à des milieux axiaux qui jouent sur les côtés, qui assument le rôle d'ailier, notamment Gerson, Dimitri Payet, et quand ça te donne une équipe statique en fait, et ça te donne la deuxième mi-temps de l'Olympique de Marseille hier face à l'AS Monaco à domicile. Et le contre-coup, c'est aussi le fait que l'Olympique de Marseille ne gagne plus à domicile. Ouais, c'est vrai des lustres. Et justement, si tu veux intégrer, finir au moins dauphin du Paris Saint-Germain, il faut que le Vélodrome devienne une forteresse. Et en l'occurrence, c'est plus le cas avec Sampaoli. Mais en même temps, sérieusement, il y a un moment donné, moi, il y a quelque chose qui me fatigue avec certains entraîneurs qui, visiblement, ont envie d'innover, ont envie de faire des choses nouvelles, ont envie qu'on se souvienne d'eux. C'est qu'ils font jouer des joueurs à qui ne sont pas à leur poste. Alors, de temps en temps, ça fonctionne, parce qu'il y a des certaines qualités qu'on peut trouver chez certains joueurs qu'on va pouvoir effectivement repositionner. Je pense à Maxwell Cornet à Lyon, ou même Bounassar à l'époque à Marseille, qui se retrouve latéral parce qu'il avait des qualités de vitesse et qu'il avait des armes pour le faire. Mais tu bonifies, tu accentues leur qualité parce qu'ils partent de plus loin. C'est pour ça que c'est carrément des changements, c'est des changements d'environnement. C'est exactement ce que je te dis, c'est que à quel moment Rongier, qui est un joueur que j'aime bien, qui a un bon milieu relayeur, qui a des qualités, mais qui manque de qualité de percussion, de qualité de vitesse. Comment imaginer une seconde que ce joueur-là peut jouer sur le côté ? Déjà, Gerson, c'était particulier. Tu sais comment je le vois, moi, Rongier ? Sur l'autoroute, ceux qui sont sur la voie de droite. En fait, on attend le doublement, mais on le verra jamais, en fait. Il ne va dépasser personne. Mais c'est pas ça. Je veux pas le laisser dire ça. Mais c'est pas la faute de Rongier. Le problème, c'est qu'après, les supporters vont tomber sur Rongier et Gerson. Mais à un moment donné, comment tu peux laisser faire jouer des joueurs qui sont pas du tout à leur poste, qui n'ont pas les qualités du poste ? Il y a un moment, c'est comme si demain on dit tiens, Mandanda, on va l'essayer en attaque parce qu'on en manque d'un peu de poids, il est grand, il est costaud, ça n'a aucun sens. Moi, je veux bien qu'on critique les joueurs, qu'on aille où on veut, mais là, quand tu mets ce genre de choix, parce qu'on va rentrer un peu dans la tactique, si tu manques de vitesse sur les côtés, tu ne peux pas dédoubler et tu ne peux pas jouer dans la profondeur. Donc ton équipe, forcément, ton bloc, il va rester facile à contrer parce que l'équipe adverse n'aura pas peur d'être prise dans son dos. Quand tu as des joueurs comme ça, il y a personne qui peut prendre de la profondeur à Marseille. Un peu Bakambu sur le côté, mais il était tout seul. Donc forcément, tu peux dire que c'était Bakambu hier. Non, mais c'est facile. Mais c'est facile à défendre. C'était très facile à défendre pour Monaco. Donc du coup, tu peux jouer haut, tu peux maîtriser le jeu, et t'as l'impression de jamais être mis en danger parce que t'es sur un rythme qui est monocorde, qui n'est pas à plusieurs vitesses. Tu peux jamais passer la seconde avec ce genre de choix. Alors qu'il y a ce qu'il faut pour jouer. Alors, le pire de tout ça, c'est que au-delà de l'aspect tactique, je crois que Marie a tout à fait raison. Le pire de tout ça, c'est que il y a cette histoire de pas retrouver une équipe type, qu'on change constamment. Ce qui a amené à ce qu'on voit depuis quelques semaines, c'est-à-dire un vestiaire de plus en plus nerveux. Et ça, par contre, c'est au-delà de l'aspect tactique, c'est un gros problème. Dans le sens où, effectivement, les joueurs commencent à perdre patience, commencent à perdre peut-être confiance, que tu sois titulaire ou pas titulaire. Mais ils n'ont pas de repères, ces joueurs. Et ça, ce divorce-là, effectivement, est très mauvais pour le club. Alors là, je me suis permis d'aller regarder comment ça se passe dans les autres championnats au niveau des troisièmes. Et la première des choses dont je me suis rendu compte en regardant les statistiques, c'est que Marseille a perdu quand même 17 points à domicile. 17 points. C'est énorme. 17 points. Mais le pire de tout ça, c'est que parmi les grands championnats, les troisièmes, ils marquent tous beaucoup plus que Marseille et ils encaissent tous beaucoup moins que Marseille. Donc il y a un problème tactique, il y a un problème de confiance aujourd'hui entre l'entraîneur et une grosse partie de son vestiaire. Et puis il y a les chiffres là qui nous montrent effectivement que Marseille est loin d'être au niveau qu'on attendait avec Sampaoli. Mais moi je trouve que plus qu'un manque de confiance entre les joueurs, j'ai pas l'impression qu'ils ont lâché leur coach. Je pense qu'ils le comprennent. Il y en a qui disent je pense qu'ils le comprennent, qu'ils savent plus où il veut les emmener. Je pense qu'ils sont emprisonnés mais c'était pas des schémas tactiques de Sampaoli. En fait, on a l'impression que ça bride les joueurs à force de trop travailler. J'imagine les déplacements dans le schéma dans lequel veut Sampaoli que ses joueurs évoluent, ils sont trop bridés et il y a un manque de déplacement, il y a un manque de créativité. La première période de l'OM était excellente quand même. Oui, excellent. C'était le rythme, le mouvement. Alors, quand même, par rapport à d'autres équipes, pour voir les conditions dans lesquelles
dans lesquels l'OM évolue. Ils ont évolué hier, le stade Vélodrome, c'était un billard. Il y avait une ferveur incroyable, il y avait la pression des supporters. Par contre, l'effet qui se coule, on l'a eu à la pause. Donc une fois qu'en face, c'était pas un peintre, c'était Clément, l'entraîneur de l'AS Monaco, qui a quand même une expérience de Ligue des Champions, qui a quand même su faire une analyse très rapide à la mi-temps pour mettre en place, repositionner Ben Yedder, mettre en place, repositionner aussi, notamment la défense centrale, mais il y a un nom qui m'échappe. Au milieu de terrain, c'était Fofana et à la récupération Tchouaméni, justement, qui a évolué en piston bas. Donc il a retravaillé tactiquement et il a su justement contrer l'OM. Et quand on regarde la défense de l'Olympique de Marseille, notamment Tchaletassar, c'était le maillon faible. On voit clairement qu'il était la cible des offensives de l'AS Monaco. C'était le joueur sur lequel il fallait jouer. Et si tu regardes le but vient justement sur Tchaletassar. Le but refusé de Lucas aussi arrive dans son dos. Donc on voit clairement qu'en face, Clément, c'est pas n'importe qui. Et puis l'OM qui avait quand même un vrai mais l'OM ne se provoque pas assez d'occasions. Il y a un moment, on peut tourner le problème dans tous les sens. Si t'as pas d'occasion, tu peux pas trop marquer de but. Et pourquoi? Parce que marqué quand même. Oui, non mais le championnat, c'est ça. C'est le pire troisième des grands championnats. Et c'est pas assez parce que tu ne crées pas de décalage. À un moment donné, si tu prives volontairement, ce que je vois, il n'y a pas d'autre mot, il prive volontairement son équipe de vitesse et de percussion. Tu regardes le milieu, Guendouzi, Payet et Camara sont des joueurs qui ont beaucoup de qualité mais qui n'ont pas de vitesse. Et quand tu as ces joueurs-là qui ont de la qualité technique, sont capables de jouer long, qui sont pas capables de jouer court, il y a des joueurs qui se plaignent aussi. Et il faut surtout être capable d'orienter le jeu pour des joueurs de côté qui vont vite. Moi, j'en reste là. Tant que t'as pas de vitesse sur les côtés, ces joueurs-là, ils sont guidés. Le Marais Juan Trocé, je sais, ce n'est pas bien. C'est toujours pas facile, du moins pour moi. On change souvent de système de jeu en 4-4-2 contre Clermont et hier soir face au Monégasque en 4-3-3. Ça peut me poser problème. Mais ça pose vis-à-vis de Sampaoli. Ça pose des problèmes. Bon, il y a eu les déclarations juste après le match, effectivement, sur Amazon, qui montraient qu'il y a un divorce entre l'entraîneur et le joueur. Mais au-delà de ça, tu voyais des joueurs qui perdaient la balle et qui ne savaient pas se repositionner. Ils cherchaient où est-ce qu'il faut que j'y aille. Ouais, parce qu'ils sont en manque de repères tactiques. À qui je défends? Il est là, donc il faut que j'aille peut-être de l'autre côté. Mais les joueurs sont baladés de poste en poste. Comment veux-tu qu'ils aient des repères? On a la sensation que toute équipe de Ligue 1 peut battre Marseille. N'importe qui pourrait battre Marseille. Alors après, j'ai envie de te dire que c'est pareil dans tout le championnat. À part le PSG et encore, on a l'impression que tout le monde peut battre tout le monde dans ce championnat. Sauf à l'extérieur. Sauf à l'extérieur. J'ai l'impression que Marseille peut battre aussi n'importe qui. Sauf que Marseille a un match dans quelques jours. Sauf que Marseille a un match dans quelques jours de Coupe d'Europe. En fait, ils sont forts chez les autres, mais ils sont pas assez forts chez eux, l'Olympique de Marseille. Mais c'est symptomatique d'une équipe qui maîtrise pas son jeu. C'est une équipe qui est capable de s'adapter aux autres, parce que Sampaoli est quand même pas un mauvais entraîneur, mais il n'est pas capable d'imposer une patte. Et quelque part, le fait de s'adapter, c'est bien à l'extérieur, parce que tu es capable de démontrer quelque chose face à l'équipe qui est censée avoir le ballon, et donc que tu vas être censé contrer. Mais à la maison, c'est l'équipe adverse qui t'attend. Et si toi, t'es pas capable de générer du jeu, tu deviens vite stérile. Tu l'as dit tout à l'heure, en fait. C'est le syndrome de Guardiola, en fait. C'est les entraîneurs qui jouent les apprentis sorciers à chaque journée, qui ont l'impression de réinventer leur équipe alors qu'ils ont ils ont quand même des acquis. Toujours ce côté blessé. On va essayer de te. Ils ont des acquis. Il a une bonne base. Il a des latéraux qui existent déjà et qui recrutent à l'intersaison, qui ont une certaine expérience. Kaloko Kolasinac, qui est très bon joueur. Il y a un très bon joueur. Il y a Lirola aussi, que l'OM a fait des pieds et des mains à travers son président pour pouvoir le faire revenir et le réintégrer, parce qu'il a fait une très belle fin de saison. Et du coup, là, il chamboule tout. Donc on se demande qu'est-ce qui se passe. Mais c'est les entraîneurs qui ont envie d'exister. C'est les entraîneurs qui ont envie d'exister. Ils ont envie d'exister au-delà de leur équipe. L'Olympique de Marseille à trop se réinventer, mais oui, non, mais ils ont envie d'exister. Ils ont envie d'être la star au milieu de l'équipe et de montrer que c'est eux qui font l'équipe et que c'est eux qui la font gagner. Donc ils font à peu près n'importe quoi. Et c'est souvent le cas. Il y a plusieurs entraîneurs comme ça, on peut en citer d'autres. Et Paul Lopez aussi, qui sort pendant tout le match, et quand il faut sortir, il sort pas. Donc on se demande. Il veut pas sortir. Il faudrait raison. Il faudrait peut-être revoir les acquis. On va voir Amine aussi. On va voir si Lamor est sorti aussi de la cage. Justement, on laisse Marseille et on rejoint le Royaume-Uni. Le Royaume-Uni, on le rejoint, bien sûr. On y va. Sport.
La troisième mi-temps. Une petite troisième mi-temps qui fera plaisir à Mourad. Pas que, aussi à Juan José. Eh oui, un ancien merengue. Toi, sans oublier Louis-Marie. Le vestiaire des Mancuniens. Eh oui, Manchester United en rage contre Cristiano Ronaldo. Mourad, grand absent hier lors du derby face aux Citizens de Manchester City. Cristiano Ronaldo fait jaser justement dans le vestiaire des Red Devils. Que dire là aussi? Tant de choses. Il fait jaser pourquoi? Est-ce qu'il était vraiment blessé? On sait pas. C'était une blessure diplomatique? Non. Oui. Bon, moi, je suis pas un complotiste du football. Je pense qu'il était vraiment blessé. Simplement, hier, on a assisté à un match. Je sais pas si vous vous souvenez de la déclaration de Patrice Evra à l'époque face aux Gunners où il disait qu'il avait l'impression d'affronter des enfants. C'est l'impression que j'ai eue hier, en fait, en regardant ce match. Manchester City, Manchester United. Il y avait pas deux classes d'écart. Il y avait une école d'écart, mais pas une école simple avec 3 classes, une école ZEP. Avec des classes SECPA. Mais quand même. Mais non. Il y avait 15 classes d'écart entre les deux équipes. C'était un match à sens unique. Le seul Red Devil sur le terrain qu'il y avait, si on traduit au sens littéral du terme, c'était Kevin De Bruyne. Oui. D'accord. Donc c'était le seul diable rouge sur le terrain. Et voilà. Et puis Manchester United, justement, c'est la question que je me pose. Quand tu es une institution comme ce club de Manchester United, avec le palmarès que tu prennes des décisions aussi bancales avec cette nomination de Rangnick. Je sais pas si on peut le qualifier de père du contre-pressing ou du gegenpressing pour le dire en allemand, ça fait un peu à la mode. Je pense qu'ils sont vraiment loupés. C'est encore pire que Sampaoli à l'OM ou je sais pas, j'ai pas d'autres déconvenus qui me traversent l'esprit, mais je après, trouve que le casting a été une erreur totale. Alors ce qui est surprenant, c'est quand même, pour moi, c'est quand même un énorme point d'interrogation cette équipe de Manchester, parce que quand tu vois l'effectif qu'ils ont, qui est ultra cohérent, qui est complet dans toutes les lignes, les postes sont doublés, et là où je te rejoins, c'est qu'on n'a pas l'impression. Je suis pas d'accord là-dessus. Moi je trouve qu'ils ont un effectif complet, mais ils n'ont pas assez de postes confirmés sur les postes clés. Juan José, en une phrase rapide, Juan José. 2 classes d'écart, 3, c'est la différence entre City et Manchester, c'est quand même 22 points entre le premier et Manchester. Donc vous voyez, effectivement, il y a même 3 classes d'écart entre ces 2 clubs, avec ou sans Cristiano Ronaldo. Exactement, et là, c'est là qu'on voit que Cristiano Ronaldo n'est pas le problème. Allez, vous restez avec nous. Amine Dubien arrive à grands pas dans cette émission, sur l'antenne de Beurre FM. Et l'équipe de Time Sport reste avec moi jusqu'à 21h. Time Sport revient dans un instant. 20h, 21h, Time Sport avec Bilal Nenman sur Beurre FM. Et de retour sur l'antenne de Beurre FM après cette courte pause, toujours en compagnie de Louis-Marie, Mourad, et sans oublier Juan José Dorado. 20h21. Allez, place à l'invité de ce soir. Time Sport, The Special One. Bien gentiment installé, il est avec nous, Amine Dubien, The Wolf, justement, combattant MMA et ancien coach, on le rappelle, préparateur en boxe taille et Kawan. Et oui, Kawan, on avait vu un certain Cyril Abidji à l'époque, Marseillais, ou encore Jérôme Le Banner, émerveillé toute cette planète qui est le free fight. Mais aujourd'hui, on l'a avec nous. Comment ça va, Amine? Ça va, merci. Bonsoir tout le monde. Tout va bien. Oui. Je suis content d'être là. Nous aussi, de recevoir Amine avec nous. Justement, aujourd'hui, on vous accueille pour parler un peu de ce parcours assez atypique. Vous avez tout plaqué pour vraiment vous lancer dans la passion dans cette passion du MMA. Il y en a qui ont la passion, par exemple, du football anglais. Il y en a qui ont la passion des médias, la passion du reportage. Oui, la gastronomie aussi espagnole. La paella, c'est assez pas mal. Bon, les stéréotypes, c'est des descentes en Ligue 2 avec. Non, quand même, non. Vraiment. L'impression que je l'ai jamais connu pour l'instant. Ouais, on l'espère. Bordeaux en Ligue 1, elle restera ce club assez mythique. Mais nous, on s'attarde sur Amine. C'est vrai, Amine. Vous avez mis entre parenthèses, si je peux me permettre, cette vie de famille, pour vous consacrer à cette passion qui est le MMA. Le MMA aujourd'hui, il est vu d'une certaine manière assez. Au début, on le craignait un peu, le MMA, on craignait un peu cette discipline en France. On avait cette appréhension. On a eu la ministre Roxana Maracineanu qui a œuvré pour mettre en avant cette discipline en France, à travers l'Europe. Aujourd'hui, on a cette tendance à nous dire, on attendait un peu plus du MMA. C'est vrai, on sait pas. Il y a eu le Covid qui est passé par là. À chaque fois que l'on a des combattants, on se demande. C'est vrai vous le portez si fièrement, la ligue nord-américaine qui est l'UFC. Pourquoi pas vous voir aussi combattre là-bas, Inch'Allah, comme on dit. Mais on a cette façon on n'a pas eu ce que l'on voulait peut-être.
Non? Comment voyez-vous la chose aujourd'hui avec ces combattants? Peut-être ma question elle est assez difficile, j'attaque comme ça d'entrée. Non, mais, il faut que ça commence là. On parlait à un fan, hein. Voilà, moi je suis fan, hein. Ça vient de se développer, on va dire. Là en France, ça vient d'être réglementé. Ouais. Et non, je pense que ça va se lancer avec le temps et. La discipline est là justement. On espère que ça va. On voit beaucoup aussi la jante féminine qui est friand du MMA. C'est ça se demandait, oui, que des fois les hommes on les voit plus. Non mais vraiment, il y a eu ce côté-là, vraiment que les femmes aimaient beaucoup cette discipline qui est du free fight, quoi. Mais aujourd'hui, on aimerait vraiment peut-être avoir davantage une certaine notoriété, peut-être de la médiatisation aussi mis en avant par des ambassadeurs, peut-être tout comme vous, tout comme autres personnes qui ont déjà fait cela outre-Atlantique, aussi en Asie, au Japon, en Chine, et des fois, voilà, on les voit pas beaucoup en France, on les voit plutôt en Allemagne, en Belgique. Qu'est-ce qui pourrait apporter justement ce changement, Amine, justement, vous qui êtes là avec nous ce soir sur l'antenne de Beurre FM? Je pense que pour moi, la fédération française de MMA a commencé fort et a fait passer des grades pour voir un petit peu le niveau de chaque combattant, et ça permet de pouvoir combattre à un certain niveau en professionnel ou en amateur, et non, ça va se développer et il faut laisser le temps au temps. Alors Mourad, des réactions, allez-y. Avant justement d'arriver à combattre à votre niveau, comment est-ce que vous êtes arrivé à la MMA? Alors moi, je vais expliquer un petit peu mon parcours. J'ai commencé le sport de combat très jeune. J'ai fait du judo de 6 à 17 ans. J'ai passé tous les grades jusqu'à la ceinture marron. J'ai fait pas mal de compétitions que j'ai remportées. Et après, j'ai arrêté le judo. À 18 ans, j'ai eu le décès de mon papa, paix à son âme. Oui. Paix à son âme. Et je me suis retrouvé 1 an à la rue, à dormir dans sa voiture que j'ai eue en héritage. C'était une Peugeot 309. Et du coup, pour gérer mes émotions, je me suis mis au pied-point. J'ai fait 3 ans de boxe française. Ouais. Je me suis mis à faire des combats en gants de bronze. J'ai fait 4 combats pour 3 victoires. Et après, j'ai intégré mon club actuel qui est le Mahmoudi Gym. Mahmoudi Gym. Un petit clin d'œil, nous aussi. Je leur passe un grand salam. À Salim aussi. Et Salim Chiboub qui est avec moi actuellement. Ouais. La star des réseaux sociaux aussi. Ouais. Là, il est là. Ouais. Il est beaucoup sur les réseaux sociaux, Salim. Un très grand combattant, machallah. Et voilà, je me suis mis après à faire la boxe thaïlandaise avec les frères Mahmoudi au Mahmoudi Gym. Et j'ai commencé mon premier combat à Paris que j'ai gagné. Et après, le deuxième combat que j'ai fait pour le Mahmoudi Gym, ça a été en Thaïlande. J'ai perdu ce combat-là. Et après, je me suis marié entre-temps. Ça veut dire que j'ai arrêté, on va dire, un petit peu la boxe. Vous avez mis entre parenthèses, oui. Voilà, j'ai commencé à construire ma vie de famille. Ouais. Du coup, voilà, j'ai pris du poids. J'ai pris du poids parce que quand on construit sa vie de famille, on rentre dans une zone de confort. Mourad, le mari, c'est vrai ça? J'en suis l'exemple vivant. Non, quand même pas, Mourad. J'ai construit ma vie de famille pendant 11 ans. Et j'ai eu un petit garçon qui s'appelle Sifedine. Ouais. On le salue aussi. Ah oui, c'est Sifedine. Et oui, j'avais pris une 40aine de kilos. Et c'est là que j'ai commencé à faire préparateur physique et coach avec mes entraîneurs. Et j'ai fait ça pendant 6 ans. 6 ans. Et après, en 2019, j'ai décidé de perdre ce poids suite aussi à la moquerie. Parce que j'étais monté jusqu'à 104 kilos. Ouais. Et du coup, j'en avais marre qu'on me dise t'es gros, t'es coach, t'es sûr que voilà, préparateur et tout. Il y avait Yacine Bouganem qui était aussi gros. Ouais, exactement, et qui a dominé sa discipline. Oui, ouais, c'est vrai. D'abord dire. Et je me suis dit, quand le MMA a commencé à exploser en France,
je me suis dit, pourquoi pas perdre ces kilos, descendre en la catégorie léger des 70-300 et aller dans la cage et montrer ce que je sais faire. Et comme en tout, en pied-point, j'ai 18 ans de pratique. Ouais. Du coup, j'ai une grosse expérience. Et ça, c'est pas mal. Voilà, j'ai commencé les combats l'année dernière. Ça vous a avantagé en tout cas. Ouais, c'est bien ça. J'ai réussi à perdre 34 kilos. Ouais. Et j'ai commencé les combats. L'année dernière. Mon premier combat, je l'ai fait à European Benden, en Belgique. Et j'ai perdu contre le champion de France en titre, qui est Arnaud Prigent, que je salue au passage aussi. Ah ouais. Qui est un combattant Prigent. Qui est très fort comme combattant. Et c'est un bon début pour un premier combat, affronter le champion de France. Il a mis les pieds dans le plat. Il a nettoyé la catégorie à partir de c'était au mois de janvier là. C'est pas grave, t'as quand même mis les pieds dans le plat avec un adversaire de taille. C'est ça. Je me sentais bien debout et lui aussi, et du coup il m'a emmené au sol et voilà, il m'a emmené dans un autre monde et maintenant je travaille à fond le sol. Depuis ce combat là, comme mon entraîneur c'est en MMA, c'est Nicolas Hutt, qui a créé sa marque smartfight.fr, reconnu dans le milieu du MMA. Bien sûr. Et franchement au top, tous les jours il me prépare et pour mon prochain combat, ça va être avec les frères Mahmoudi qui va participer. Ça promet ça. On va avoir les dates pour ces prochains combats. Mourad, peut-être une réaction avec lui, Marie. C'est retrocé. Alors. Non, juste Bilal, je voulais remercier aussi ton émission. Je te remercie aussi au passage parce que tu donnes la lumière à beaucoup de. Mais il faut justement. C'est le sociétal. Mis à part le sport. Parce que c'est des comme l'aime lui, Marie. C'est des parcours qui nous touchent. Aussi. Et c'est souvent ça démarre de très très loin pour arriver. Pour potentiellement toucher les sommets, mais on sent aussi la détermination et l'ambition justement de Amine. On se souvient aussi de Jackie Jeanne qu'on avait reçu. C'est vrai. Aussi sur justement. ce plateau. Donc on reçoit une question à poser. Oui, bien sûr. Mais vas-y Mourad. Non, parce que je vais avoir une question moi. Ça me rappelle le Jackie Jeanne aussi. Non, exactement. On avait posé cette question. En fait, moi je veux en savoir un peu plus sur Amine Dubien. Je veux savoir quel est son agenda pour l'année 2022. Les objectifs, je pense que tu pourras lui poser la question, mais j'aimerais bien connaître un peu les dates clés à venir pour notre ami Amine. Voilà, tout simplement. Alors normalement, le 20 mars sur Paris, je devrais combattre pour l'organisation de Ibra TV. Génial ça. Voilà. Et ça serait sa première organisation officielle avec la Fédération française de MMA. Là, je suis toujours en attente. J'ai vu ce matin mon entraîneur, je lui ai posé la question, il m'a dit il va essayer de prendre contact pour savoir où ça en était. Et après 7 jours après, je combats en Belgique. Alors, du côté de Wavre. Voilà. Oui, c'est ça. La fédération belge. À ne pas confondre avec le Havre. Non, c'est pas le Havre. Un truc comme ça qui se trompe pas. Non, mais c'est vrai. Ouais. Non, mais c'est vrai. Il faut le dire à nos auditeurs. Bien sûr, c'est pas au Havre. C'est ça. À Wavre en Belgique. Ouais. Voilà, comme après on arrive fin mars et il y aura le début du Ramadan le 2 avril, les Jeux jeunes. Du coup, pendant la période de Ramadan, il n'y aura pas de combat. Ouais, ça reste assez difficile. Et on va reprendre au mois de mai, mais on repart au charbon au mois de mai. Alors, et après, il faut que ça pète cette année, quoi. 2022, c'est mon année. Avec Amine Dubien, mais bien sûr. Mais pourquoi pas, Inch'Allah. Une réaction peut-être, parce que moi j'en ai une. J'ai des petites questions là, des auditeurs et des auditrices. Moi, je suis très admiratif du parcours d'Amine. De quelque part, on voit qu'il y a un vrai parcours de vie derrière ça, et c'est ce que moi je suis très embêté quand on parle de sport de combat, parce que d'une part c'est souvent des sportifs qui ont des parcours de vie qui sont passionnants, qui ont traversé des choses difficiles et qui leur donnent cette détermination et cette envie de faire des choses extraordinaires. Et à côté de ça, moi je suis complètement hermétique au sport de combat, parce que j'ai vraiment du mal ce concept à dire le but d'un sport c'est quand même de faire mal à l'autre physiquement. On en vient à dire il faut lui faire une commotion, il faut l'abîmer l'homme, et moi j'ai du mal avec ce côté-là, surtout quand on est mis dans une cage. C'est des choses qui me parlent pas, pour être tout à fait honnête. Je le dis à Amine, je suis complètement hermétique au sport de combat. Mais on peut pas s'empêcher, quand on est face à un champion comme ça, de ressentir de l'attachement, parce qu'il y a vraiment de l'émotion quand il parle et quelque chose derrière. Donc voilà, moi je vais pas lui poser des questions techniques, parce que jamais je regarde le MMA, j'aime pas ça, et je trouve que quelque part, tu vois, on dit c'est peu diffusé, mais moi j'ai pas envie que mes enfants regardent du MMA, tu vois. Donc
Ouais, pour les jeunes. Pour les jeunes. Mais après, voilà, alors, c'est quand même moi, j'étais comme Louis-Marie. Alors, c'était comme Louis-Marie. Il y en a beaucoup qui étaient comme Louis-Marie. Grâce à toi, Bilal, et à ton émission et aux invités, enfin, aux combattants MMA qu'on reçoit, on découvre justement des personnes justement bienveillantes, avec des valeurs, surtout, avec des vrais parcours de vie, comme dirait Louis-Marie. Et moi, ça m'incite justement à aller voir ce qui se passe justement. J'ai pas envie de le voir, mais moi je le trouve sympathique. Donc, j'ai pas envie de le voir se faire étrangler et dépecer dans une cage. On s'entraîne pour. Voilà, c'est le dépassement de soi. C'est la formation, on s'entraîne tous les jours. C'est ça. J'en doute pas, mais c'est vrai que c'est tellement impressionnant et moi, je suis hermétique. Peut-être que j'y viendrai, mais en tout cas, ça n'empêche pas d'apprécier les parcours des hommes. Tu suis Khabib ou Conor McGregor sur les réseaux sociaux. Ah ben c'est pas tu peux suivre Amine. Personnellement, j'ai pas spécialement envie de suivre McGregor. Je préfère Amine beaucoup plus sympathique qu'un personnage comme McGregor. N'énerve pas, c'est un beau bébé. En écoutant son parcours et le fait qu'il a fait de la boxe, qu'il a fait du judo. Mais aujourd'hui, justement, quand on a des enfants parce qu'on a reçu, comme tu l'as dit, d'autres combattants, quand on a des enfants qui souhaitent effectivement faire de la MMA, on n'est pas forcément obligé de passer par la boxe ou de passer par le judo. Donc on peut effectivement aller directement, j'imagine, quand on est enfant ou jeune adulte ou adolescent, qu'on souhaite faire du MMA, on peut aller directement se former au MMA sans savoir cette expérience particulière que tu as d'avoir fait. Alors ça mélange. Ça s'est développé avec le temps. Mais du coup, ça serait quoi le meilleur? Vraiment, je suis tombé amoureux de ce sport. Le meilleur moyen d'y arriver concrètement, parce qu'effectivement, comme le dit Ron, il y a plein de choses. Non, mais je parlais plutôt techniquement, vu que on sait que c'est mixed martial art. Donc du coup, il faut commencer par quoi? Est-ce que c'est mieux de commencer? Non. Alors, la réponse d'Amine. Pour être honnête, il faut être complet. Complet. Je suis vachement complet. Au sol, pied-point aussi. Déjà, c'est beaucoup. C'est un avantage, le pied-point. Et aussi au sol. On voyait par exemple des combattants tels que Fedor à l'époque du Pride. Avoir un exemple que Khabib, le disait Mourad. Et une personne qui fait de la lutte. Justement, la lutte, c'est beaucoup. C'est un gros point. C'est un avantage sur le MMA. Oui, j'ai suivi au sol. Alors, vas-y, Mourad. J'ai suivi ce que disait Amine. Avant de terminer. Et pour lire entre les lignes, il disait que Arnaud Prigent lui a fait découvrir un autre monde. Et justement, c'est quand il l'a emmené au sol. Exactement. Et il a la chance, justement, Amine, d'avoir fait du judo. J'imagine que ça le sert aujourd'hui. Aussi, un petit peu. Le fait d'emmener au sol, mais une fois au sol. Le fait qu'il y ait eu les frappes aussi, au niveau du visage, je me suis retrouvé aussi le visage en sang, mais c'était rien de grave, c'était le nez. Et c'est le fait qu'il y ait eu les frappes aussi, les percussions. C'est là où que je me suis retrouvé dans un autre monde. Parce que le fait que ça reste au sol. C'est la combinaison des deux qui rend difficile. Des coups au niveau du visage, du corps. Mais effectivement, peut-être que quand on est au judo, on se prépare pour une certaine manière, un combat de corps à corps, mais sans avoir besoin d'encaisser des coups. À la boxe, on s'entraîne qu'à encaisser des coups. C'est peut-être la combinaison de deux qui rend fait la difficulté. Il confirmera Amine, si je me trompe, je pense que c'est la lutte, c'est la base du succès au MMA. C'est la base. On va pas se mentir, c'est vrai. Le corps à corps, quoi. On le voyait. La lutte et c'est vrai. À chaque fois, Khabib. Justement, alors il ramenait, mais c'est vrai, on le voyait même sur les anciens, l'ancêtre du MMA qui était le Pride, et Miko Fedor, le Kawan sur Miko Crocop aussi. C'était beaucoup voilà, on ramenait les gars au sol, et c'était là où ça enchaînait rapide, quoi. Si je peux me permettre, c'est vrai. Que Khabib, il est invaincu. Ouais, c'est comme ça. C'est comme ça. Yannis, il est d'accord aussi. Il a mis tout le monde d'accord. Ouais, tout le monde d'accord. On espère en tout cas qu'Amine du bien. Est-ce que tu as un coach de lutte, toi, à côté, en parallèle, ou est-ce que... À côté, oui, il y a Drago. Drago, que je salue aussi au passage. C'est un coach en lutte et très très fort. Qui s'occupe de l'US Métro et... Non, vraiment très fort. C'est bien, tu mets toutes les chances de ton côté. Voilà, nous on est vraiment bien encadré au Mamoudi Gym. C'est un club qui existe depuis 1984. Quand même. En pied-point. Et là, ils ont vraiment fait fort parce que ils ont ouvert un club privé qui est réservé que aux professionnels et aux gens confirmés. Et moi, j'avais accès à ce club-là par rapport à la préparation physique. Parce que j'étais teneur de PAO, je préparais les combattants. Et pareil, je secondais pour coacher quand il y avait besoin. Et c'est vrai que là, la structure, elle se développe. On a un préparateur physique, on a un entraîneur de MMA qui est Nicolas Haute.
On a un kiné, on a vraiment un gros staff. Il y a une structure qui se met en place. C'est ça. Et là, ça commence à se lancer et on a pas mal de champions qui. Il y a vraiment que du succès pour ces structures-là et aussi pour vous, Amine Dubien, on le rappelle. Combattant de MMA, le prochain combat le 20 mars, c'est bien ça, à Paris. Oui, on pourra retrouver toutes ces informations peut-être sur les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux. Et où on peut vous suivre, Amine. Voilà, moi, parce que Salim, on le suit de partout, c'est ça. Mais vous, j'ai qu'un seul compte, c'est Instagram. Suivre sur Amine the Wolf, Amine le loup. Oui, c'est ça. Et vous mettez Amine the Wolf et voilà, je viens de me lancer dans les réseaux. C'était au mois de septembre. Du coup, j'essaye de mettre un petit peu de contenu. J'essaye de mettre des stories un petit peu tous les jours, tous les jours. Bien sûr, les gens. J'essaye de mettre du contenu tous les jours. On s'est suivi déjà en tout cas. Voilà, Amine, Mourad, avec l'équipe Tamsport et aussi Beurre FM. Il reste avec nous jusqu'à la fin de cette émission, c'est promis, avec Louis-Marie, avec Juan José et Mourad. Vous restez avec nous, chers auditrices et auditeurs de Beurre FM. La dernière pause avant de revenir sur le Paris Saint-Germain. Où est-ce le Real Madrid avec Kylian Mbappé? Time Sport revient dans un instant. 20h, 21h, Time Sport avec Bilal Nenman sur Beurre FM. De retour sur l'antenne de Beurre FM, toujours en compagnie d'Amine Dubien, notre invité ce soir. Il est 20h42, la dernière partie avec le football italien, sans oublier, allez, le Paris Saint-Germain, on y va. Time Sport. Le duel. Oui, peut-être le duel Olivier Giroud versus Didier Deschamps. Olivier Giroud, justement, qui offre le succès au Lombard précieux, face aux Napolitains contre C. Et il sort sur blessure, malheureusement. Tout à fait. Giroud, 35 ans, qui marque encore une fois un but décisif. C'était face à Naples, à l'extérieur, ce qui permet effectivement à Milan d'être premier du championnat. Quoique, juste 2 petits points devant l'Inter. Alors, avec un match en plus. Donc en fait, voilà. Mais ce qui est important dans cette victoire et dans le but marqué par Olivier Giroud, c'est justement qu'il soit encore toujours capable de marquer des buts et des buts décisifs. Parce que des buts, ils n'ont pas tellement manqué, marqué cette année. Il en a marqué que 8 avec l'Inter de Milan lors du championnat italien, donc de la Serie A. Il faut savoir qu'il est le 17e ou 18e buteur de la Serie A. Donc les buts, pas beaucoup, mais importants, parce que juste avant, il y avait eu quand même effectivement les buts face à l'Inter de Milan, qui avait permis aussi une victoire à l'extérieur, avec ce doublé d'Olivier Giroud. Donc je ne pense pas que Deschamps va l'appeler en équipe de France, mais en tout cas, c'est vrai qu'à 35 ans, il a des beaux restes, comme vous disiez en français, et qu'il est le meilleur buteur de Serie A de son équipe, avec un certain Ibra aussi, pas toujours. Zlatan Ibrahimovic, ancien parisien. Tous les deux en Serie A, 8 buts, 27 matchs pour notre ami Giroud. 11 buts en total, si on additionne cette saison. Et quand même, 21 tirs cadrés, c'est pas mal pour un attaquant. Mais sérieusement, qui ça surprend encore? Il y a un moment donné, ce mec, il est immortel, c'est un chat, il a une vie. Je sais pas comment il fait pour être toujours là. On est jamais surpris de ce mec-là. Il a un mental, on parlait de mental juste avant, mais Giroud, c'est un guerrier, c'est incroyable le mental qu'il a, ce garçon. Je dis pas qu'il revient dans l'équipe de France, mais en tout cas, c'est quelqu'un. Il faut un bon combattant de MMA. Tu pars à la guerre avec ce mec-là. La réalité, c'est que c'est un coéquipier idéal dans un groupe qui fait rarement une vague, qui est toujours prêt à se dépouiller pour l'équipe, qui rentre pour 1, 2, 15, 20 minutes. Quoi qu'il arrive, tu sais qu'il va tout donner. Il a ses qualités, il a ses défauts. Il aura jamais eu une grande facilité technique. Il aura jamais eu il ne sait jamais être un dribbler, mais c'est un buteur et c'est quelqu'un qu'on veut. Et moi, je suis toujours content de le voir planter. Allez, on termine avec toi, Mourad, avant de parler du Paris Saint-Germain. Moi, s'il y a un mot qui pourrait qualifier Olivier Giroud, pour moi, c'est la résilience. Il subit des critiques de tous les côtés. Il arrive toujours à rebondir et à répondre présent. Les 3 points qu'il offre hier à l'AC Milan, c'est peut-être le match du titre, le match du Scudetto. Pour l'avoir suivi, moi, en tant que follower et en tant que supporter des Gunners d'Arsenal, je connais ses qualités. Donc voilà, donc moi ça me surprend pas. Là, il partage ses statistiques avec Ibrahimovic. Il me semble même qu'il soit arrivé en numéro 2 à l'AC Milan, justement pour suppléer Zlatan Ibrahimovic. Et là, il est en train de lui passer devant, même si Zlatan revenait de blessure. Donc voilà, on salue ses performances et Olivier Giroud, il est toujours présent. Et il faudra compter sur lui. Par contre,
Oui, moi. On fait les éloges d'Olivier Giroud, mais il y a un joueur aussi dont j'aimerais parler. Lequel, rapide? Pour moi, il y a un 2 poids 2 mesures, et sur qui on met pas assez de lumière, c'est Alexandre Lacazette. Oui, Lacazette. Parce qu'il n'y a pas que Benzema, Giroud comme avant-centre. En France, il y a aussi Alexandre Lacazette qui fait une très très grosse saison, notamment une deuxième partie de saison incroyable avec Arsenal. Hier d'ailleurs, c'est 2 passes décisives pour lui, donc il est entouré de baby gunners, de jeunes espoirs montants, et il fait le boulot depuis le départ de Aubameyang. Il n'est pas orphelin, donc justement je pense même que ça l'a libéré. Donc j'aimerais aussi qu'on parle un peu plus de lui au niveau des médias d'Alexandre Lacazette. Ok, c'est noté. Voilà. On parlera plus de lui sur l'antenne de Beurre FM, c'est promis. Hein, Mourad? C'est tout à fait normal. Mais bien sûr, tu as tout à fait raison. Place au Paris Saint-Germain, moi. Time Sport, le mode pressing. En français. Kylian Mbappé, justement très incertain, contre le Real Madrid en Ligue des Champions ce mercredi soir, 8e de finale retour. Le Real Madrid va bien, même très très bien. Alors, on commence par Mbappé. Effectivement, il s'est blessé tout à l'heure lors de l'entraînement. Alors, il n'y a pas de fracture, ce qui permet effectivement de voyager du côté de Madrid. Mais est-ce que ça sera comme il y a 2-3 ans face à Manchester, où il était blessé, il est allé, mais il n'est jamais rentré en jeu? C'est ce qui s'est passé par la suite. Mais la réalité, c'est effectivement qu'il va retrouver face au PSG mercredi le Real Madrid, qui par contre vient de gagner 4-1 lors de la dernière journée des championnats, ce qui ça change par rapport au PSG, qui apparemment s'est fait battre par 10. Encore une fois, bon, c'est comme ça. C'est une façon différente de préparer les gros matchs. Mais bon, espérons qu'effectivement mercredi, on aura Mbappé sur le terrain, parce que comme ça, la victoire du Real sera encore plus belle. Mais qu'est-ce que ça va vite en sport? Mais qu'est-ce que ça va vite? Il y a 3 semaines, on avait le Real qui était en difficulté, on avait Benzema qui était blessé, qui en parlait ensemble, et Mbappé qui était au top. On se demandait est-ce qu'il est le meilleur joueur du monde, patati patata. 2 semaines après, le Real va mieux, Benzema va très bien, et Mbappé ne va plus bien, il s'est blessé. C'est fou, en fait. D'un jour à l'autre, tout peut se retourner. Alors, je dis pas que le Real, devient d'un coup favori contre le PSG. Moi, je reste persuadé que c'est le PSG qui a les cartes en main, parce que malgré tout, ils abordent avec un but d'avance. Mais tout est rebattu, en fait, sur ce match. Tout est rebattu. Et est-ce que Mbappé sera là? C'est un vrai sujet. Est-ce qu'il sera en forme? C'en est encore un autre. En tout cas, c'est sûr que les supporters du PSG n'avaient peut-être pas besoin de ça, surtout après la prestation indigente contre Nice sans Mbappé, où on se rend compte qu'ils sont nuls sans lui. Donc là, je connais pas mal de supporters du PSG qui vont mal dormir. Alors moi, je voudrais saluer les équipes communication du Paris Saint-Germain. Oui, et pourquoi? Parce que moi, je pense que c'est totalement de l'intox, en fait. Là, c'était un simple contact. Quand on voit la vitesse à laquelle la vidéo est sortie, je crois... dans les médias, je crois que c'était 10 minutes après la séance d'entraînement. Donc on a l'impression que on sait que c'était pas une blessure grave, mais on va quand même la diffuser pour essayer de faire planer le doute, pour essayer de brouiller un peu les cartes. Moi, j'ai l'impression que c'est un peu le seul choix tactique de Pochettino, c'est de miser sur la blessure et le flou qu'il y a autour d'Mbappé. Donc voilà, après ce qui est rassurant, c'est que ce soit pas Ramos qu'il est blessé, donc au moins on est d'accord là-dessus. Arrête quand même, donc mais non, Mourad. Il s'entraîne individuellement. Je finis. Arrête, on sait qu'il s'entraîne individuellement depuis quelques mois, donc on est sûr que c'est pas lui. Donc ce n'est pas une cellule dormante du Real Madrid. Donc ça même sourire Amine. Donc ça c'est clair. Donc voilà. Donc pour moi c'est un non-débat, c'est une intox. Moi ce qui m'importe c'est justement de voir comment est-ce qu'il sera apte à faire le match entier du côté du Bernabéu, quand on voit justement son utilité, je sais pas si vous vous souvenez, au Camp Nou, quand il est en pleine forme, Mbappé, ce que ça peut donner. Ouais. Donc voilà, mais blessure, moi je dirais, c'est juste un petit coup. Voilà. Ouais. Non mais c'est un coup qui est douloureux. Alors, parce que, effectivement, quand tu vois, c'est sur son pied c'est gauche. Sur la malléole, ça fait mal la malléole. Ça fait mal, effectivement. Ouais. Ça peut pas disparaître en 48 heures. Non, mais est-ce qu'on peut demander à Amine, je sais pas s'il est gaucher ou droitier? C'est compliqué. Par contre, t'es droitier. Si t'as une blessure au point gauche, tu peux quand même, tu peux quand même combattre. Mbappé sera présent alors. Qui sera présent, mais le seul point, c'est pas de se poser la question s'il sera présent ou pas. Il le sera. Mais est-ce qu'il sera à 100%? Parce que c'est pas une grosse blessure, c'est sûr. Mais 48 heures, c'est tellement court. C'est un mercredi, demain on est mardi. Voilà. On poursuit. Passé pareil alors à Manchester. C'est pour ça que j'ai fait ces références à ce match de Manchester. En tout cas, Gana Gueye n'a pas joué.
Alors, effectivement, c'est Ganagay qui l'a blessé. Par contre, ça va un match, on le sait tous, depuis 3 semaines, on n'arrête pas de le répéter. Ça va être un match stade sera plein. Compliqué. Tu parlais d'un stade plein. Oui, c'est vrai, plus 10 000 personnes. Oui, mais on rajoute 10 000 personnes. Actuellement, c'est 32 000 personnes et on va essayer d'installer des gradins de façon qu'on puisse arriver. Ils vont le faire, c'est le Real. 32 000 personnes. Il n'y aura pas de toute façon pas beaucoup de supporters français. Au maximum, il peut y avoir 2500 voire 3000 si on arrive à installer les 60 000 places. Mais au-delà de ça, c'est que du côté de Real, sincèrement, c'est pas non plus, même s'il y a eu la victoire, c'est pas non plus très réjouissant, parce que n'oublions pas que Kroos n'a pas joué le week-end dernier parce qu'il y a une micro rupture au niveau de sa cuisse gauche, et donc on ne sait pas comment on va le récupérer face au PSG. Pire encore, il manque Casemiro. Fede Valverde, qui allait remplacer Casemiro, n'était pas là le week-end dernier parce que il a un état grippal, et donc on ne sait pas du tout dans quelles conditions. Ramos ne jouera pas. Pour préserver ses compositions, on est dans le flou plus total. Camavinga, et si vous n'avez pas vu son but, allez voir le but de Camavinga. Ah bah oui. J'allais te le dire en fait, c'est que le PSG est poissard depuis des années. Alors. Et je serais tellement pas surpris que ça soit sur ce match-là, que ça soit la date de naissance de Camavinga aux yeux de l'Europe. Pourquoi la date, ça serait tellement, l'histoire est belle, le PSG le voulait, ils l'ont pas pris, et le mec se révèle aux yeux de l'Europe contre le PSG en étant extraordinaire. Je sais pas pourquoi je sens un match à la Kipembe contre le Barça il y a quelques années avant la remontada. Un match extraordinaire d'un joueur qu'on n'attend pas et tout jeune. Sauf que là, il y a un Ganagay. Un 2-0 avec Camavinga et Benzema qui marquent pour le Real. J'avoue que ça me ferait pas mal rigoler. C'est ce qu'on disait aussi au match aller, sauf que là, il y a un Ganagay qui en a pris plein la gueule médiatiquement aujourd'hui, et qui, je pense, aura justement tout intérêt à prouver sur le terrain ce qu'il va falloir, ce qu'il vaut. Et il a déjà prouvé à Bernabéu qu'il était capable de sortir un grand match. Et prendre un rouge à la 8e par un surplus d'engagement. C'est possible. C'est possible. En tout cas, ça montre que ça bosse au Paris Saint-Germain aussi. Oui. Donc les gens parfois se disent ça travaille pas assez à l'entraînement, etc. On voit dans l'intensité du contact que ça travaille sérieusement. Je pense que justement, ils ont peut-être pas l'habitude de bosser toutes les semaines comme ça. C'est avant les matchs de Ligue des Champions qu'ils en mettent un peu plus. Après, il faudrait revoir les priorités. Je suis d'accord. Après, il faut expliquer bêtement le vieil adage qui dit si tu joues à l'entraînement comme un match. Parce que donc là, il y a des tenants, des aboutissants. Il y a le Real Madrid qui arrive dans 48 heures. Donc à un moment donné, il faut lever le pied. Mais ça, encore une fois, pour moi, le maillon faible dans tout ça, c'est Pochettino. Moi, je me demande s'ils ont travaillé avant le match de Nice, parce que franchement, ce qu'on a vu contre Nice, parce qu'on peut un peu parler de ce qu'on a vu. On n'a rien vu contre Nice, ils ont été indigents. Tu l'as vu sur le but de Delors, comment il est amorphe, Pochettino? Non, mais il en branche pas une. Non, mais pas un mot. Les caméras sont sur lui, on a l'impression que il est en train de faire un AVC. J'en parlais il y a quelques semaines de la profondeur de banc du PSG en attaque, qui est très très faible, parce que derrière Mbappé, il n'y a personne capable de prendre de la profondeur, prendre de la vitesse. C'est pas la profondeur de banc quantitativement, c'est la profondeur de banc au niveau des profils. Non, profil. Voilà. Il y a pas de profondeur. Ah non, mais il y a tu veux lancer Di Maria à la place de Mbappé, c'est pas plein de mecs tripoteurs de ballon qui jouent dans les petits périmètres, il y en a. Des Draxler, des Icardi. Sampaoli ferait bien jouer le Paris Saint-Germain. Ça, il mettrait tout le monde dans l'axe, ce serait formidable. Mais à la base, il faut quand même un remplaçant, quelqu'un capable de prendre la profondeur. Quand Mbappé n'est pas là, personne n'est capable d'étirer les défenses. Probabilité des bookmakers, justement, à l'échelle européenne, 38% de chance pour le Real Madrid, 26% pour le match nul et 36% pour le Paris Saint-Germain, le Marais. Donc c'était pas pareil la dernière fois. On parle de qualification. De qualification. De qualification. Le Marais, la dernière fois, on était presque à 80 pour le Paris Saint-Germain. Et là, on en arrive à 36%. Oui, parce qu'il y a le doute de la blessure de Kylian Mbappé. Justement. Là, j'ai l'impression qu'en France, on craint la troisième guerre mondiale et la blessure de Kylian Mbappé. Mais non. Allez, ça va aller en tout cas. Je te rassure, la France est coupée en deux. Je suis à peu près persuadé qu'il y a 30% des Français qui seront pour le Real mercredi. On va voir. On verra bien. Oui. Amine Dubien, justement. Nous, on est avec lui parce qu'on retient le match de mercredi entre le Real et le Paris Saint-Germain, 8e de finale retour. Mais on retient aussi le 20 mars. Le combat du 20 mars, c'est ça. Oui, vous mettrez des informations, des petites infos sur les réseaux sociaux, notamment Salim fera aussi le relais, c'est promis. Et en tout cas, le 20 mars. Salim Cheboub officiel. C'est ça. Si on peut avoir deux mots, grand combattant, allez le suivre sur les réseaux. Il est sur TikTok, il est sur Instagram. Il a déjà pas mal d'abonnés, j'ai même pas besoin limite de lui faire de la pub. Peut-être, on l'a Salim. Allez Salim, bonsoir Salim, comment ça va?
Bonsoir à tous. Justement, ça va bien, Salim? Ça va. Ouais, justement, on va le suivre. Hein. Merci. On va suivre le Paris Saint-Germain, c'est sûr, mais on va suivre aussi Amine, hein, tout comme vous, hein, pour le combat du 20 mars. Hein. C'est bien ça? En tout cas, merci pour l'accueil. Merci. Mais c'est tout à fait normal, Salim. On reste ensemble et on meurt ensemble, comme on dit. On reste à l'écoute justement de ce qui se fera avec Amine Dubois, justement, un grand combattant en devenir aussi, notamment pourquoi pas. Inch'Allah, comme on le disait en début d'interview avec la Ligue nord-américaine, l'UFC. Un grand merci à Louis-Marie, à Mourad d'avoir été à mes côtés, à Juan Trocé, au réalisateur Yanis qui se fera un plaisir, lui, de regarder du début jusqu'à la fin le match de mercredi soir. Peut-être il sera pour Benzema ou est-ce Kylian Mbappé. On verra en tout cas cela. On balancera les pronostics et la suite des programmes sur l'antenne de Beurre FM. 22h, vous retrouverez Vanessa et on se dit à demain. Bye bye. Retrouvez Time Sport tous les jours de 20h à 21h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.